Bonsoir, c'est la paix. La paix entre Israéliens et Palestiniens. Une paix inespérée, inattendue. Ils se sont entretués, haïs pendant près d'un demi-siècle. Ils se sont reconnus aujourd'hui. L'accord n'est pas encore définitivement signé, mais l'intention est officiellement exprimée. Israël reconnaît l'OLP. L'OLP reconnaît Israël. Ces quelques mots peuvent vous paraître d'une grande banalité, mais ils ont une signification et une portée historique. C'est l'histoire que nous allons vivre ensemble en direct pendant une édition spéciale jusqu'à 21h15 avec tout d'abord François Mitterrand, le chef de l'État, en direct sur ce plateau. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie au nom de France 2 de bien vouloir participer à cette émission spéciale, historique, sur cette paix naissante au Proche-Orient. Votre première réaction, comment vivez-vous cette histoire? J'en suis heureux, bien entendu. Je l'avais d'ailleurs déjà dit lorsque j'avais appris les premiers résultats de la négociation engagée en Norvège entre M. Shimon Peres, au nom du gouvernement israélien et de M. Rabin, et des représentants de l'OLP. C'était un tel changement d'attitude. Je pense qu'il s'agit là, et c'est pourquoi j'y insiste, d'un acte de grand courage, intellectuel, physique, moral, de grand courage. On ne peut pas avoir mené pendant si longtemps des combats difficiles, acharnés. On ne peut pas avoir affronté le terrorisme, souffert de ce terrorisme par définition aveugle. On ne peut pas avoir été privé non plus, de l'autre côté, de la terre dont on est issu, que l'on aime, que l'on estime être sa patrie, sans engranger des sentiments de violence et le cas échéant de haine. Donc, grand courage. Mais aussi intelligence, haute intelligence politique. Que les dirigeants israéliens et palestiniens aient su faire cela prouve que ce sont des hommes d'envergure. Alors, troisièmement, c'est un acte fondateur de paix, car ça ne va pas rester là. Si jamais les Israéliens et l'OLP parviennent à établir, à partir de leurs relations, une vraie paix, elle sera contagieuse. Et vous verrez tout le Proche-Orient et peut-être une large partie du Moyen-Orient suivre cette ligne-là et tout changera. Tant mieux pour tout le monde. Monsieur le Président, vous venez de dire courage. Il y a deux hommes qui ont fait un grand pas l'un vers l'autre. Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, et Yasser Arafat, le leader de l'OLP. Nous sommes déjà en contact avec Jérusalem, avec Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères. Vous nous entendez, Monsieur le ministre? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment pour votre soutien sans arrêt pour notre peuple, pour notre État, pour la paix même. Comme vous savez, au cours des derniers 2 jours, les négociations étaient guidées par Paris. C'est là que nous avons conclu les accords avec les OLP. C'est vraiment un changement historique. Après 100 années de honte, de bilocos, de la guerre, des victimes, nous espérons beaucoup ouvert un chapitre nouvel dans notre histoire. Monsieur Peres, merci pour ces premiers mots. Vous allez rester avec nous parce que je vous propose maintenant d'entrer en contact par le son seulement, malheureusement, mais nous essaierons de le faire aussi par l'image, avec Monsieur Yasser Arafat. Monsieur Yasser Arafat, vous êtes en direct de Tunis. Le président de la République française est sur notre plateau, celui de France 2. Le ministre israélien des Affaires étrangères est à Jérusalem. Monsieur Arafat, comment vivez-vous cette histoire? Allô? Oui, Alain Chalvron, je pense que Monsieur Arafat est à vos côtés. Alain Chalvron. Mr. Arafat, I think you are listening us. Please, you can speak to the President of the French Republic, Monsieur Arafat. Bien, nous essaierons d'établir la liaison. Je vous le disais, nous sommes en train de vivre l'histoire en direct. Nous l'avons décidé il y a quelques minutes à peine. Il est normal qu'il y ait quelques difficultés
à établir cette liaison. Nous vous retrouverons dans un instant avec le ministre israélien des Affaires étrangères, avec le chef de l'OLP, mais nous retrouverons également des personnalités palestiniennes et israéliennes en direct d'Israël et des territoires, de ce qui sera peut-être l'État palestinien. On me dit tout en vous parlant que nous avons peut-être, en tout cas je l'espère, la liaison avec Tunis et avec M. Arafat. M. Arafat, vous pouvez parler au chef de l'État et aux téléspectateurs de France 2. So, we are listening to you, Mr. Arafat. You can speak about the peace in the Middle East. On peut bien patienter quelques secondes. Les Israéliens et les Palestiniens ont patienté pendant près d'un demi-siècle pour arriver à cet instant. Monsieur Arafat, je sais que vous nous entendez. Votre voix ne nous parvient pas. Jusqu'à présent, nous essaierons de l'établir. Monsieur Arafat. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, yes. Très bien. Comment vivez-vous cet instant historique, Monsieur Arafat? Vous avez dit que Monsieur le Président parlerait avec moi. Ben, Monsieur le Président vous entend. Oui, Monsieur le Président va vous parler et il vous entend. Je voudrais vous demander quel est votre sentiment sur cet instant historique. C'est effectivement un moment historique pour nos enfants et leurs enfants à venir. C'est un moment historique quand on pense à la vie dans notre pays en paix. Avez-vous l'intention de rencontrer M. Rabin ou M. Pérez dans les jours qui viennent? Je ne sais pas exactement. Vous savez, ce n'est pas à moi d'établir ce programme. Vous savez, on m'a informé que les choses se feront au niveau ministériel. Mais je suis tout à fait disposé à rencontrer M. Rabin et j'ai déclaré à plusieurs reprises, comme vous vous le rappellerez, notamment à la conférence de l'OUA au Caire, conférence au sommet, ainsi qu'à Vienne. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis tout à fait disposé à rencontrer M. Rabin afin que nous puissions faire donc la paix des braves. Alors, M. Pérez vous entend en ce moment même et je voudrais donner l'occasion au chef de l'État français de vous dire un mot, M. Arafat. Oui, je suis heureux de saisir cette occasion pour dire à M. Yasser Arafat que nous avons tous le sentiment, à Paris et dans le reste du monde, d'assister à l'un des grands événements de cette fin de siècle. Et je tiens à remercier les négociateurs et particulièrement les responsables, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient montré beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, et qu'ils venaient de donner un élan à la paix partout dans le monde. Alors je tiens à remercier M. Yasser Arafat pour cela. Je l'ai rencontré dans d'autres temps, c'était plus difficile. Il est venu à Paris. Je crois que cette rencontre a été utile pour enclencher, pour prendre part à l'ensemble des dispositifs pour la paix future à laquelle nous arrivons. La France a été toujours l'ami d'Israël, mais a également toujours veillé à protéger les Palestiniens lorsqu'ils étaient en proie au pire malheur. Nous les avons aidés avec amitié en diverses circonstances, si bien que nous nous sentons, nous Français, très à l'aise un soir comme celui-ci, puisque de part et d'autre, nous avons préservé les amitiés en défendant cette idée-là. Rencontrez-vous, reconnaissez-vous, vous n'y arriverez pas autrement. Monsieur le Président, vous avez
surpris ou déçu les Palestiniens quand vous vous êtes rendus à la Knesset en 82. Vous avez surpris ou déçu les Israéliens quand vous avez reçu Yasser Arafat à l'Élysée. Très franchement, à ce moment-là, d'abord à la Knesset, puis à l'Élysée, pensiez-vous que vous alliez vivre cet instant ce soir? À la Knesset, on ne m'a peut-être pas écouté assez, sans quoi on m'aurait entendu dire « Vous devez établir une relation avec celui qui vous combat ». Celui qui vous combat, c'est l'organisation militaire de l'OLP. On ne peut faire la paix qu'avec l'adversaire et pas avec les autres. Mais comme on était dans l'euphorie de la première rencontre entre un chef de l'État français et Israël, on a regardé, on s'est réjoui, on était dans le bonheur de se retrouver et on n'écoutait pas très bien les propos que j'avais tenus. Puis quand j'ai reçu M. Arafat à Paris, c'est vrai qu'en Israël, on l'a très mal entendu, beaucoup critiqué, aussi en France. Et pourtant, c'est ce jour-là que, pour la première fois, M. Arafat, qui revenait d'Alger, du Conseil national palestinien, a dit « Je considère que des dispositions prises naguère, qui déclaraient la guerre perpétuelle à Israël, qui refusaient l'existence, le droit à l'existence d'Israël, tout ça, ce sont des dispositions caduques. On n'en parlera plus. Désormais, on ira vers la paix. » C'était quand même un progrès. Et puis, voyez-vous, quand on veut avoir raison, il faut avoir raison au bon moment. Et il faut croire que le bon moment, c'était ce soir. Et que tout ce qui a été dit avant, ça pouvait aider, préparer, ça ne pouvait qu'être contesté. Monsieur le Président, il y a tout de même encore quelques difficultés. Nous avons, vous et moi, des oreillettes qui nous permettent d'avoir des indications en provenance de Jérusalem et de Tunis. Je le disais tout à l'heure, je ne croyais pas si bien dire que nous vivions l'histoire en direct. Il y a encore quelques aléas. On me dit de Jérusalem, tout en vous écoutant, que M. Pérez serait parti. Je demande d'ailleurs à Christian Guy, le rédacteur en chef du 20h, de me le confirmer. M. Pérez serait parti du studio où il se trouvait à l'instant. Et je voudrais avoir une confirmation en direct avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Charles Anderlin. Charles, dites-nous si M. Pérez est toujours là ou pas. M. Pérez nous a quittés pour aller à l'aéroport accueillir le ministre norvégien des Affaires étrangères qui doit amener les textes officiels de la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Son emploi du temps est très chargé ce soir et chaque minute compte. On prévoit une cérémonie de signature peut-être vers 11h, heure française, ou alors plus tard dans la nuit, voire même demain matin. Charles, éclairez-nous tout de même. Est-ce qu'il y a un sens politique au départ de M. Pérez? Est-ce que, parce qu'il a entendu la voix de M. Arafat, serait-il parti? Ou ça n'a aucun rapport? Je crois d'une part que M. Pérez effectivement était pressé. Il veut peut-être aussi attendre encore quelques heures les réactions, prendre un peu de recul par rapport à l'événement et à ce moment-là décider s'il veut un dialogue en direct avec M. Arafat. Alors maintenant je me dirige vers Tunis avec Alain Chalvron et avec M. Arafat. Est-ce que vous, M. Arafat, vous êtes toujours là? Are you still here in Tunis? M. Arafat? Oui, oui, tout à fait. Bien, alors M. Pérez, malheureusement, nous a quittés. Il était à Jérusalem parce qu'il doit rencontrer le ministre norvégien des Affaires étrangères. Le président de la République française a dit à l'instant qu'il espérait une vraie coexistence, une vraie paix entre vous et les Israéliens. Alors, est-ce que ce vœu peut être exaucé ce soir? Vous pouvez répondre directement au chef de l'État. J'espère que ce vœu sera exaucé très rapidement, et ce, pour nous deux peuples. Monsieur le Président. Bien, j'écoute tout cela avec le plus grand intérêt, comme j'imagine tous les Français qui écoutent votre émission. Ceux qui viennent de se rencontrer, et je l'espère de s'entendre, une fois pour toutes, ce sont des gens qui méritent un grand salut et des remerciements pour le reste du monde. Maintenant, vous savez, les difficultés continueront d'être grandes. Il y a au sein de l'OLP, comme il y a en Israël, des oppositions extrêmement fortes qui n'acceptent pas la paix, qui veulent aller jusqu'au bout de leur logique, sans se rendre compte que ça les entraîne au pire des drames. Mais ils sont forts.
Si bien qu'on se réjouit ce soir, ne nous réjouissons pas trop et attendons que les actes soient accomplis. Les États-Unis ont parrainé la grande rencontre de Madrid avec les Russes. Les Norvégiens ont joué un rôle considérable de médiateurs. Mais Paris aussi, puisque des négociations souvent secrètes ont eu lieu dans des grands hôtels de la capitale. Quel rôle a joué la France, c'est-à-dire vous et Édouard Balladur et Alain Juppé, dans cette dernière ligne droite? J'ai l'impression que l'ultime négociation s'est déroulée aujourd'hui dans un grand hôtel parisien. Oui, les négociations principales ont eu lieu en Norvège. Leur conclusion aura sans doute lieu à Washington. Mais la conclusion, la finition, la mise en ordre des accords non encore enregistrés de Norvège ont été accomplis à Paris. Et nous étions au courant de ces rencontres, mais nous avons fait comme tout le monde, nous n'en avons rien dit, car il importait que les Palestiniens et les Israéliens parviennent au bout de leur tâche. J'ai l'impression que c'est le cas. Monsieur Arafat, si vous nous entendez toujours, très concrètement, qu'allez-vous faire dans les heures et dans les jours qui viennent? Allez-vous, par exemple, vous rendre à Washington et, à votre avis, du côté israélien, qui, lundi, signera l'accord d'autonomie à Gaza et à Jéricho à Washington? Your Excellency, I think that je pense que ça dépendra des invitations que nous recevrons de la part de la Maison-Blanche. Et c'est de cela, bon, cela dépendra du niveau auquel se feront les choses, à quel niveau se fera la signature de l'accord. Ce n'est pas seulement de moi et de mes espoirs que cela dépend. J'aimerais bien y aller, certes, et j'aimerais bien avoir l'occasion de venir vous voir et vous dire merci, de vous remercier de tout ce que vous avez fait depuis le début. C'est vous qui avez commencé à pousser en avant le processus de paix depuis le début. Je vous remercie de bien vouloir vous en souvenir et le rappeler, mais ce n'est pas une question de gratitude, bien que je reçoive ce que vous me dites avec beaucoup de plaisir. C'est une question d'efficacité. Il fallait la paix, bien entendu, dans le droit, dans la reconnaissance à l'existence d'Israël, d'une part, et d'autre part, bien, les Palestiniens ont droit à une patrie. Je n'ai jamais dit autre chose. Ça scandalisait il y a 10 ans, 12 ans. On a toujours tort à un moment donné. Quand on finit par avoir raison, il ne faut pas bouder son plaisir. Mais ce qui est important, c'est d'achever la tâche cette nuit et dans les jours qui suivront. Et donc, je souhaite, M. Arafat, que vous y parveniez. Vous savez très bien que votre tâche sera encore très difficile. Donc, évitons les excès de langage. Parlons en responsables réalistes. Et je suis sûr qu'en Israël, on écoute mes propos. Car en Israël même, la majorité politique est une majorité fragile. Et je termine comme j'ai commencé. Il faut vraiment aux dirigeants de ce pays un grand courage et une grande intelligence politique pour persévérer dans l'entreprise. Je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur le Président. Les Israéliens et les Palestiniens sont en train de faire la paix. On pensait que la guerre, il y a eu déjà 4 guerres depuis 1948, n'allait jamais se terminer. Et là-bas, au Proche-Orient, dans ce qu'on appelait un bourbier, ils se font la paix, ils font la paix. Et pendant ce temps, en Europe, pas très loin de chez nous, à 1h30 d'avion, il y a des hommes et des femmes qui s'entretuent en Bosnie. Est-ce que ça n'est pas singulier et triste? C'est l'humanité. Ce sont les conflits ancestraux, ce sont les luttes d'intérêt, ce sont les fanatismes, ce sont les intégrismes. Pour parvenir à les dominer, il faut beaucoup de raison, de force et de sérénité. J'espère qu'on y parviendra aussi en Europe. Merci, Monsieur le Président, pour ce premier commentaire sur cette paix naissante au Proche-Orient. Merci, Monsieur Arafat, d'avoir bien voulu intervenir en direct de Tunis. Je voudrais également... Vous avez peut-être une dernière chose à dire au Président de la République, Monsieur Arafat, avant de nous quitter? Oui, je le remercie très sincèrement de ce dont nous avons parlé et
J'espère que tout ce qu'il a dit sera mis en œuvre très rapidement. Voilà, merci encore, je vous remercie de tout cœur. Merci messieurs, on vous retrouvera peut-être à l'occasion de la venue à Paris des dirigeants israéliens, des dirigeants palestiniens après la signature de Washington. Du point de vue de la cohabitation, je ne parlerai que de ça ce soir. Tout s'est bien passé entre le Premier ministre et vous-même sur le Proche-Orient, sur Proche-Orient, sur la bénédiction donnée à ces négociations secrètes? Vous savez que le vœu de la France, quelle que soit la majorité du moment, c'était de servir la cause de la paix et de bien comprendre qu'il y avait là un conflit fondamental où le droit était des deux côtés. On a besoin d'une patrie. On ne peut pas être toujours exilé de sa terre, d'une part. Et d'autre part, on a besoin de la sécurité. Israël ne pouvait pas vivre en perpétuelle insécurité. Il a besoin de défendre ses enfants et aussi sa terre. Bon, bien, là-dessus, il n'y a pas de difficulté entre les responsables français. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant d'ouvrir notre édition spéciale un peu plus tard, à l'intention des téléspectateurs, donner une autre information de nature complètement différente, une information coup de théâtre. La justice suisse a demandé à l'Union européenne de football de réintégrer l'Olympique de Marseille dans la Coupe des clubs champions. Le foot deviendrait-il plus compliqué que le Proche-Orient? Il y a quelque chose de surréaliste dans la juxtaposition de ces deux nouvelles, mais notre devoir nous commande de les traiter toutes les deux. Donc dans une dizaine de minutes, nous rouvrirons le dossier du Proche-Orient avec tous nos invités, aussi bien à Paris qu'à Jérusalem et à Jéricho. Mais je voudrais donc commencer par cette seconde information sur le football, avec ce rebondissement. La justice suisse a demandé aujourd'hui à l'Union européenne de football de revenir sur sa décision, autrement dit sur sa sanction, et de réintégrer l'OM dans la Coupe des Champions. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Bernard Tapie. Clair et sans appel. On jouera mercredi contre Athènes. J'ai rien fait d'autre que de demander le respect de mes droits. Puisqu'on ne me les a pas accordés, je l'ai demandé par un arbitrage qui a été celui du tribunal de Berne. La décision de l'UEFA, je la trouvais arbitraire, je la trouvais injuste, mais elle n'avait de pas respectable que le fait que je ne puisse pas faire appel. Allez, on va tenter de comprendre, et pour mieux comprendre, écouter l'un des avocats de Bernard Tapie annoncer à Berne cette fameuse décision d'un juge suisse. Écoutons. Pour obtenir une telle mesure suprême provisoire, nous devions prouver que plusieurs fautes de décision avaient été commises qui violent des droits élémentaires. Nous avons invoqué l'incompétence de l'autorité qui a statué, l'absence de motivation, la violation du droit d'être entendu, et le juge a constaté que nos motifs étaient sérieux, et c'est la raison pour laquelle il prend une mesure qui empêche la création d'un dommage qui risquerait d'être irréparable. Comment réagissent les instances internationales du football, notamment la FIFA? Sèchement, écoutons le numéro 2 de la FIFA, M. Blatter. Aujourd'hui, l'OM s'est mise en dehors de la juridiction sportive et je ne vois pas comment il peut réintégrer cette société sans que cette plainte qu'il a déposée soit retirée. Mais vous dites non, ce n'est pas possible, Marseille ne peut pas jouer. Non, parce que le Marseille est allé maintenant avec son cas devant le tribunal civil et il n'a pas le droit de le faire. Monsieur Tapie dit que finalement tout va bien aujourd'hui, ça y est, Marseille est réintégré, il n'y a plus de problème. C'est pas votre avis? Non, ce n'est pas l'avis puisque Marseille a enfreint les règlements du football et les règlements du football librement consentis par tous ceux qui participent dans la grande famille du football international doivent être respectés. Nous, à la FIFA, nous n'avons rien contre l'OM, nous n'avons rien contre M. Tapie, nous voulons simplement que l'on respecte nos règlements, c'est tout. Et si le tribunal, c'est-à-dire la justice suisse, vous dit ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la justice suisse, de mon avis, ne peut pas aller contre les lois sportives. Et la FIFA a réagi d'autant plus sèchement qu'elle avait ce matin sommé les dirigeants du football français d'exclure l'OM du championnat de France, par exemple, si l'OM maintenait sa plainte contre l'UEFA. Récit d'une journée folle avec Thierry Clopo et Yann Lavoie.
Zurich, 12h28, la FIFA somme la Fédération française de football de suspendre Marseille. Bernard Tapie, en déposant plainte devant le tribunal de Berne, s'est mis en infraction. Les statuts de la FIFA stipulent en effet que les clubs ne sont pas autorisés à porter devant une cour de justice les litiges sportifs. La FIFA menace même de suspendre les autres clubs français engagés en Coupe d'Europe ainsi que l'équipe de France, si Bernard Tapie ne retire pas sa plainte dans la journée. Paris, 12h34, la Fédération française informe l'OM et son président. Il ne faudra que 6 minutes à un Jean Fournet-Fayard sous le choc pour réagir et mettre Bernard Tapie en face de ses responsabilités. Zurich, 13h04, Marseille est seul visé pour l'instant et non tout le football français. Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA, corrige, la menace baisse d'un ton. Seul l'OM et ses joueurs risquent une suspension si la requête de Bernard Tapie n'est pas rejetée. Et Sepp Blatter précise même que ce sera à la Fédération française de punir Marseille et uniquement Marseille. Marseille, 14h36, l'OM maintient sa plainte malgré l'ultimatum de la FIFA. Et c'est tout Marseille réuni aujourd'hui autour de Bernard Tapie qui est solidaire de la plainte déposée. Le maire de Marseille, Robert Vigouroux, le président du conseil régional Jean-Claude Gaudin, le président du conseil général Lucien Végan, tous souhaitent que la plainte aboutisse. Berne, 16h59, le tribunal suspend la décision de l'UEFA. Dans son arrêt, la Cour décide à l'issue d'une procédure sommaire de suspendre la sanction de l'UEFA en attendant un complément d'enquête. Par ailleurs, le tribunal demande la réintégration immédiate de Marseille en Coupe d'Europe. Marseille, 17h03, Tapie reste à la barre de l'OM et déclare « Je veux poursuivre avec la même motivation et la même ambition ». Annoncé dans un premier temps à Berne pour soutenir ses avocats, Bernard Tapie décide de rester finalement à Marseille pour éviter tout triomphalisme. Paris, 17h04, déclaration de Noël Le Graët, magnifique pour l'OM. Le président de la Ligue estime que le juge suisse a agi dans le même sens que les instances sportives françaises en décidant d'attendre la fin de l'enquête judiciaire. Les dirigeants du football français sont ce soir pris entre le marteau et l'enclume. Comment réagissent-ils? On retrouve au siège de la fédération Éric Lemasson. Éric, vous avez du nouveau? Oui, Paul. Jean Fournet-Fayard nous disait tout à l'heure, en ressortant ici du siège de la Fédération française de football, les événements évoluent de minute en minute, pas de triomphalisme. Et c'est vrai qu'ici, avenue d'Iéna, on se garde bien d'avoir une position définitive, car on est pris entre deux contradictions. D'abord, la satisfaction de cette décision du tribunal de Berne de suspendre l'exclusion de l'OM de Coupe d'Europe, pris aussi par les menaces et l'ultimatum des instances internationales qui officiellement courent toujours. Donc une satisfaction du bout des lèvres de Jean Fournet-Fayard. Je vous propose de l'entendre, c'était tout à l'heure. Finalement, la position qu'on a défendue à l'UEFA semble être admise par ce jury intermédiaire. Alors attendons, ne nous pressons pas. Est-ce que vous demandez encore à l'Olympique de Marseille d'obéir en quelque sorte à l'UEFA et à la FIFA? Il n'y a pas de raison qu'ils obéissent à des choses désagréables. Pourquoi ils n'obéiraient pas à des choses agréables pour le moment? Prudence donc de Jean Fournet-Fayard, car les instances internationales, UEFA comme FIFA, n'ont toujours pas officiellement réagi à ces bouleversements du début de l'après-midi et à ces décisions donc de la justice suisse. Jean Fournet-Fayard dit vouloir attendre, il dit consulter. Il a été reçu longuement cet après-midi par Michel Alliot-Marie, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et dès demain matin, il se rendra à Zurich. Il y rencontrera Joe Havelange, le président de la FIFA, la Fédération internationale, également Sepp Blatter, le dirigeant de l'UEFA. Ils tenteront donc ensemble de discuter et de démêler ensemble aussi cet imbroglio judiciaire et sportif qui décidément semble une fois encore prendre tout le monde de court. Voilà Paul ce qu'on pouvait dire ce soir ici à la Fédération française de football. Prudence, mais satisfaction. Merci Eric. En attendant de connaître la décision des dirigeants français, évidemment Bernard Tapie et ses supporters ont accueilli avec une très grande satisfaction la décision du juge suisse. Allons à Marseille avec Anne Guéry. Les plus fidèles d'entre les fidèles. La nouvelle a déjà filtré et quand Bernard Tapie entre en scène, ils croient tous dur comme fer qu'ils iront en Coupe d'Europe avec l'OM. Le tribunal de Berne vient d'annuler la décision de l'UEFA. C'est formidable, c'est formidable. On y a toujours cru. C'est impressionnant ça. Ça vous délibère. Il n'y a presque plus rien à dire. Ils ont entendu l'essentiel et Bernard Tapie peut partir pour mieux reconstruire le nouveau rêve de Marseille. La seule manifestation de joie qu'on doit exprimer, c'est non pas du triomphalisme, c'est le plaisir d'être mercredi soir, tous ensemble, pour recevoir Athènes. À mercredi.
On était comme des enfants punis, mais qu'on n'avait pas fait rien à nos parents. Et on n'a rien fait. J'ai 57 ans et je n'ai rien fait. Ça y est, c'est bon? Je comprends que c'est bon. Les champions d'Europe pour l'éternité. Ça y est, on a gagné. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini la colère? Ah, pas de colère, jamais. Confiance. Confiance à Dieu et à ta fille. Alors, il s'est éclipsé, presque sur la pointe des pieds, et eux sont restés là encore un petit moment, réconciliés avec la justice des hommes, celle qui les avait tant blessés. Et ces cris de joie ont ponctué une journée folle menée par Bernard Tapie au pas de charge dans la cité phocéenne. François Brabant. Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas été très bavard. Mais voilà, ce matin, Bernard Tapie lançait sa contre-offensive marseillaise. On était impatient de lui demander ce qu'il en attendait. Réponse. Alors on va où là? Bon, la journée s'annonce rude. Première étape, la mairie. 2h30 de discussion avec Robert Vigouroux, maire de Marseille, et Jean-Claude Gaudin, président du conseil régional. 2h30 pendant lesquelles les supporters se mobilisent. Et 2h30 plus tard, Bernard Tapie sort de la mairie sans rien dire. Les supporters vont parler pour lui, amour et preuve d'amour. Bernard Tapie, ce sont les supporters de l'OM qui en parlent le mieux. Robert, tu es le plus fort. Si Tapie s'en va, qui c'est qui viendra, monsieur? Dans la situation où on est. Qui c'est qui vient? Mais l'heure tourne, déjà 16h, et Bernard Tapie n'a toujours pas parlé. Il arrive, il va vous annoncer, je crois, de bonnes nouvelles. En fait, il y en a deux. L'OM, Tapie l'affirme, jouera la Coupe d'Europe, et Tapie l'affirme, en est tout transformé. L'heure est à la tendresse. J'ai sûrement eu, par moments, des moments d'égarement ou des conduites qui n'étaient pas satisfaisantes dans mon entourage, on me l'a dit. Mais je plaide non coupable. Je voudrais que vous essayiez de vous mettre à la place de celui qui, tous les jours, depuis 2 mois et demi, vit un calvaire d'informations mensongères. Et je vous demande simplement de l'admettre au bon sens, non pas de votre métier, mais au bon sens humain. Je suis comme vous, je suis fragile comme vous, j'ai des enfants comme vous. Et cet homme, comme nous, va donc finir sa journée bien mieux qu'il ne l'a commencé. Passé en un peu plus de 7 heures de dirigeant en péril à président triomphant, Bernard Tapie va pouvoir s'adresser aux supporters marseillais pour leur porter la bonne parole. Alain Escoubet, aidez-nous à comprendre. Alors, l'OM va jouer ou pas? Écoutez, de toute façon, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'il y a une réunion demain à Zurich qui est très importante entre la FIFA et la Fédération française. Et je crois que ce soir, on ne peut strictement rien dire, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure M. Tapie. Il fallait bien écouter ce qu'a dit M. Blatter à la Fédération internationale. Rien n'est fait, la justice suisse n'a pas de droit sur le droit français. Mais voilà ce soir, en tout cas, le football français dans une belle panade où l'on se demande qui est qui et surtout qui va faire quoi. Mettons-nous par exemple dans la peau des dirigeants et des joueurs de Monaco. Hier, un peu contre leur gré, ils ont désigné comme remplaçant de l'OM. C'est dur, mais ils s'y préparent. Et aujourd'hui, tout peut être mis en question. Ils ne jouent plus la Coupe des Champions, mais la Coupe UEFA. Ils rechangent d'adversaire. Et que dire d'Auxerre, qui en fin de saison s'est qualifié pour rien du tout, qui se retrouve soudain propulsé en Coupe UEFA avec tous les avantages que cela comporte. Et puis ce soir, plus rien de nouveau. Le vide. Quant à l'OM, quel imbroglio. Jouera, jouera pas. Et comment se sortir du fait que la Fédération française de football a bel et bien répondu hier à l'ultimatum de la FIFA en désignant un remplaçant marseillais. Quelle situation extraordinaire. Quel jeu d'échecs où le roi football est mis à mal, torturé par des fous qu'il ne contrôle plus et où le pion de base ressemble à de l'espèce sonnante et trébuchante. Merci Alain pour ce premier commentaire, parce qu'il y en aura d'autres demain. On vous reverra. Et pendant que Bernard Tapie était à Marseille avec ses supporters, eh bien des policiers perquisitionnaient son siège à Paris. Michel Fine. Ils sont revenus, mais avec des renforts, ils sont partis avec le sourire. 12 policiers accompagnés d'un serrurier.
Dans le cadre de l'enquête sur la subornation de témoins, à la demande du juge Béfi, ils devaient photographier et mesurer le bureau de Bernard Tapie. Le 27 août, ils étaient repartis bredouille. La secrétaire générale du groupe leur avait refusé l'entrée du bureau. Cette fois, elle a dû céder. Mais enfin, c'est quand même la 7e perquisition. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, ou la 6e. Je ne sais même plus à combien on est, mais c'est vraiment une entrave à notre travail qui devient presque quotidienne. Juridiquement, ce n'était pas une perquisition, mais une visite domiciliaire. Une manière de suggérer peut-être que si l'OM à Marseille est en fait, l'enquête, elle, continue. C'est la fin provisoire de ces nouveaux épisodes. Je dois parler au pluriel de ce feuilleton sur l'OM. Je vous le promets, s'il y a quelque chose de nouveau au cours de cette édition spéciale qui va s'ouvrir dans quelques secondes sur l'OM, évidemment, je vous donnerai la nouvelle. Mais place maintenant à la paix au Proche-Orient. Si vous êtes avec nous depuis le début de ce journal, à 20 h, vous avez vécu avec nous en direct l'histoire sur France 2 et sur ce plateau, le chef de l'État, en direct sur France 2, annonçait ce moment historique, l'un des grands événements, l'un des plus grands événements, a-t-il dit, de cette fin de siècle. Vous avez également entendu Shimon Peres parler au chef de l'État et un dialogue entre Yasser Arafat et le président de la République française. Vous n'avez pas entendu ce qu'on espérait. Un dialogue entre Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, et le leader de l'OLP, Yasser Arafat. Pour une raison que nous a précisé Charles Anderlin, Shimon Peres a dû quitter le studio de Jérusalem pour aller accueillir un homme qui a joué un rôle clé dans cette négociation, le ministre norvégien des Affaires étrangères. Mais nous espérons que demain, après-demain ou dans quelques jours peut-être, nous établirons ce dialogue espéré entre Israéliens et Palestiniens, un dialogue sur lequel on peut compter maintenant parce que les uns et les autres, après près d'un demi-siècle de guerre et de haine, ont décidé de faire la paix. Ils se sont reconnus officiellement ce soir. Je vous propose, avant de voir nos invités, avant de nous rendre à Tunis et à Jérusalem, de voir les termes même de cet accord qui a été conclu aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Olivier Lerner. Chaque mot a été pesé, sous-pesé pour obtenir cet accord de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Le document, qui sera signé par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, remplit toutes les conditions posées par Israël. L'OLP renonce au terrorisme, l'OLP reconnaît Israël et l'OLP amende sa charte avec ces mots « Nous dénonçons les actes de violence et nous mettrons au pas ceux qui en commettront ». L'accord d'aujourd'hui stipule la reconnaissance officielle de l'OLP par Israël en tant que représentant du peuple palestinien. Israël a refusé d'accepter le terme d'unique représentant comme l'exigeait initialement la centrale palestinienne. C'est un des points litigieux âprement discutés qui a retardé l'annonce de cet accord. Une clause portant sur la fin de l'intifada dans les territoires occupés a également fait l'objet de discussions très serrées. La charte de l'OLP, votée il y a près de 29 ans, proclamait, je cite, « L'objectif est la destruction du sionisme en Palestine ». Golda Meir, Premier ministre israélien de 1969 à 1974, avait répondu « Les Palestiniens n'existent pas ». Comment ont réagi les Israéliens? Je vous propose d'aller tout de suite dans les rues de Jérusalem avec l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Lebrun. Pas d'animation particulière ce soir dans la vieille ville. Annoncée à la radio dès 14 h, la nouvelle ne semble pas encore connue de tous. Quant à son ampleur, il semble qu'il faudra du temps pour l'apprécier. Je suis contre, totalement contre. C'est un terroriste et on a déjà vu ces histoires avec l'Irak. On veut plus de ça en Israël. Je pense que c'est la plus grande connerie qui puisse exister. J'ai ma propre expérience. Je voudrais espérer dans la paix, mais j'ai très peur de ce qui peut arriver. Je pense que c'est très positif et que c'est une vraie chance. 100% pour, c'est très bon. Peut-être que cela pourra arrêter toutes les guerres. J'espère que c'est pour une paix réelle et que l'OLP ne cherche pas à nous donner de faux espoirs. Moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je comprends pas. Nous pouvons essayer. Nous avons fait la paix avec l'Égypte il y a 13 ans et depuis, il n'y a pas eu de mort entre soldats égyptiens et israéliens. Difficile de savoir ce soir, à Jérusalem-Ouest, si l'on pense que le pantin de l'histoire sera plutôt Shimon Peres que Yasser Arafat. Allons maintenant avec Isabelle Stess à Gaza et à Jéricho pour recevoir les premières réactions.
Ramallah, à l'heure de la prière. Les rues sont presque désertes pour cause de grève générale, car le 9 septembre, on commémore ici le début de l'intifada. Et voici que la radio vient d'annoncer que la reconnaissance mutuelle est imminente. Ces hommes en parlent, réaction partagée. Moi, je suis content parce que j'en ai assez de ne pas me sentir en sécurité dans les rues. Je n'ai plus envie de penser que chaque jour, un de mes fils peut être tué. Moi, je suis contre. Je ne peux pas serrer la main de ceux qui ont tué mes enfants et mes amis. Arafat, il signe la paix, mais c'est pas lui qui a créé l'intifada, c'est pas lui qui va l'arrêter. Moi, je me sens bien parce que maintenant, je sais que mon leader parlera directement et officiellement aux Israéliens. Tout ça, c'est des mensonges. Je suis contre cette reconnaissance mutuelle. C'est pas la paix, mais la reddition. Vous voulez que je fasse la paix avec ceux qui me frappent? Arafat est un traître. Arafat est un maître, en revanche à Jéricho, et on l'attend déjà. Pour nous, c'est un moment historique. Tout le peuple arabe peut enfin penser à se construire un avenir. Voilà. Et comment, qu'est-ce qui se passe? Quel est le climat? Pardon, j'étais en train de parler avec mes invités que je vous présenterai dans un instant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans les rues de Tunis? Véronique Tavo. Contrastant avec cette image paisible, l'atmosphère surchauffée et tendue du hall d'un grand hôtel de Tunis. Toute la journée, la capitale tunisienne a vécu au rythme des rumeurs. On l'attendait ici depuis plusieurs jours. L'annonce de la reconnaissance mutuelle OLP Israël a été faite dans l'après-midi par le porte-parole de l'OLP, Yasser Abdrabou. Hier encore, cette reconnaissance butait sur la formulation de certains passages des deux lettres, et notamment le point concernant l'abandon par l'OLP de l'intifada. Un accord a donc pu être trouvé. C'est maintenant le ministre norvégien des Affaires étrangères, aujourd'hui à Tunis, qui va devoir recueillir la signature du Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin. C'est en tout cas ce qu'a déclaré tout à l'heure Yasser Abdrabou. L'accord de reconnaissance a sans doute été longuement discuté hier lors de la réunion du comité exécutif de l'OLP. Pendant 4h30, les 13 membres présents ont certes abordé la question de l'accord Gaza-Jéricho d'abord. Le vote devrait intervenir ce soir lors d'une nouvelle réunion. Mais ils ont également aplani les dernières difficultés pour parvenir à la formulation définitive des lettres de reconnaissance. Ce soir, après la réunion du comité exécutif, Yasser Arafat devrait tenir une conférence de presse. Mais il a d'ores et déjà lancé un appel aux populations des territoires occupés. Il leur demande d'être patients et de garder leur calme. Un premier pas historique a en tout cas été franchi aujourd'hui. Avant de retrouver en direct de Tunis Alain de Chalvron, en direct de Jérusalem avec ses invités palestiniens et israéliens, Charles Anderlin, je voudrais présenter nos invités ici à Paris. D'abord l'ambassadeur d'Égypte en France, M. Ali Maher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là parce que je sais que l'Égypte a joué un rôle important dans ces négociations et a joué tout simplement un rôle important. Souvenons-nous de la rencontre Sadat-Begin et des accords de Camp David et de cette paix durable entre les Égyptiens et les Israéliens. Monsieur Ilas Sambar, bonsoir. Vous êtes un intellectuel palestinien, vous dirigez la revue Palestine. Monsieur Henri Ashdenberg, bonsoir. Vous êtes l'un des dirigeants du CRIF, donc l'un des représentants de la communauté juive de France. Vous nous donnerez votre sentiment. Mais avant de vous entendre, Gérard Sebag, vous avez vécu avec nous cette journée historique, vous l'avez aussi préparée. Quelle est votre analyse, mais aussi votre intuition? Est-ce que vous croyez à la pérennité de cet accord? Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, cette paix est la paix de deux hommes, de deux personnages qui ont tout fait pour que l'on réussisse véritablement à signer cet accord. Il s'agit de Yasser Arafat et de Shimon Peres. Quand on sait la personnalité, quand on connaît la personnalité de Yasser Arafat, une forte personnalité, un homme qui a su imposer tout au long de sa carrière comme dirigeant de l'OLP sa volonté et l'application de tout ce qu'il souhaitait. Dans la mesure où cet homme a décidé aujourd'hui de faire la paix, il est évident qu'on s'engage dans un processus de paix qui ne pourra pas s'arrêter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, qu'il n'y aura pas des obstacles, mais ces obstacles, on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si véritablement il y a une volonté commune, non seulement des hommes politiques, mais également des peuples, à la dépasser pour que la paix s'instaure véritablement sur cette terre du Proche-Orient, alors que cette guerre, à mon sens, a commencé il y a déjà pratiquement un siècle, c'est-à-dire en 1900 et en 1918, après la chute de l'Empire ottoman. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez l'Égypte dans notre pays.
quel est votre sentiment? Vous croyez à la pérennité de cette paix? C'est un grand moment que nous vivons aujourd'hui et je pense que c'est une transformation radicale du conflit qui existe depuis tant d'années. La confrontation qui existait entre Arabes et Israéliens est dépassée. Aujourd'hui, il y a confrontation entre les radicaux de part et d'autre, Arabes et Israéliens d'une part, et les modérés israéliens et arabes. Et il faut que tous nous œuvrions pour renforcer le camp des modérés, pour renforcer le camp de ceux qui ont fait la paix, ont eu le courage de faire la paix. Si nous le faisons, alors la paix est au coin de la rue. Je suis optimiste, mais il faut tous travailler pour renforcer ceux qui ont eu le courage, le grand courage, à Jérusalem, à Tunis et dans les territoires occupés, de dire assez, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation. Monsieur Elias Sambar, vous êtes palestinien, oui. Vous êtes optimiste? Oui, sauf que cela ne se pose pas en ces termes. Je suis tout d'abord content de ce qui arrive. Je crois qu'il y a une grande transformation qui est en marche. Je crois qu'elle va développer des dynamiques tout à fait inattendues. Et néanmoins, je pense que nous allons faire face à de grands défis. Les défis de la liberté, les défis de la démocratie, les défis de la réconciliation, parce qu'il faut encore la construire, la réconciliation. Nous sommes au tout début d'un processus, donc je n'irai pas aussi loin que monsieur l'ambassadeur d'Égypte quant à déjà la formation d'un axe des modérés contre les axes des durs. Je ne crois pas que nous y soyons. Je crois que les Palestiniens, avant tout maintenant, ont à avoir les moyens de gérer leur souveraineté naissante, de gérer leur indépendance à venir, et surtout, et cela on n'en parle pas beaucoup et ça se comprend dans l'euphorie de ce qui se passe, ne pas oublier qu'il reste 3 millions d'entre eux dans les camps de réfugiés dans les pays arabes et qu'il ne faut pas que cette portion du peuple palestinien devienne les oubliés de la fête. Henri Agenberg, vous êtes l'un des dirigeants de la communauté juive de France, vous êtes très attentif à l'évolution de la situation au Proche-Orient. Est-ce qu'à votre avis un mur est aujourd'hui tombé? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est une phase décisive, c'est une phase historique, tout le monde le dit, le répète, ça devient banal. Je crois que nous, dans la communauté juive de France, on ressent une intense émotion, mais un grand enthousiasme d'un côté, partagé avec une inquiétude. D'un côté, effectivement, c'est un engagement vers la paix, on le ressent, et puis d'un autre côté, c'est les inconnus qui se présentent. Alors, nous sommes mesurés dans cet enthousiasme, parce que nous savons qu'effectivement, il y a des années de guerre, de confrontation, qui ont opposé Israéliens et Palestiniens, mais nous sommes enthousiastes parce que nous savons que nous sommes tournés vers la paix, qu'il y a enfin une lueur d'espoir qui s'est ouverte. Il y a quelques années, pratiquement 16 ans maintenant, c'était effectivement le premier rapprochement entre un peuple arabe et le peuple israélien. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis content d'être à côté de monsieur l'ambassadeur d'Égypte, parce que je sais que demain, il y aura d'autres pays arabes qui, après la négociation qui est en train de se passer entre Israéliens et Palestiniens, vont rejoindre le camp de la paix avec la Jordanie, j'espère que ce sera la Syrie, et il va s'ouvrir d'autres perspectives au Proche-Orient. Bien, nous allons progresser tout au long de cette émission spéciale jusqu'à 21h15, avant le magazine de Paul Naon et Bernard Benyamin, envoyé spécial, qui sera en partie d'ailleurs consacré au Proche-Orient, avec Bernard Benyamin en direct de Jérusalem, puis de Jéricho, mais je vous propose de nous rendre en direct de Tunis, à Tunis, avec Alain Chalvron, pour savoir comment vous-même avez vécu ces instants aux côtés des dirigeants palestiniens qui ont négocié sans arrêt, et aux côtés tout à l'heure de Yasser Arafat. Oui, écoutez, l'ambiance ici était un peu surréaliste, je dois dire, parce que on attendait cette reconnaissance depuis quelques jours, on savait que ça allait intervenir dans quelques heures, dans quelques jours tout au plus, et pourtant, quand la nouvelle a été annoncée, personne n'y croyait. On attendait, je suis sûr qu'encore aujourd'hui, en ce moment même, il y a des gens qui attendent de voir la signature. Parce qu'il faut dire que les gens qu'on rencontre ici, les Palestiniens de Tunis, sont des vieux briscards, sont des vieux combattants, sont des gens qu'on a vus à Beyrouth dans les années 70, 80, la Kalachnikov au poing, qui ont fait des bons et des mauvais coups, qui ont suivi Yasser Arafat dans son exil, les bonnes et les mauvaises heures. Et aujourd'hui, leur chef, celui qu'ils ont suivi à Beyrouth et ailleurs, leur dit il faut faire la paix. Alors ils acceptent, pour la plupart, bon il y a des opposants naturellement, mais ils acceptent pour la plupart. Mais ils étaient un peu incrédules aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, ce que disent les gens va bien au-delà de l'accord d'aujourd'hui. Vous savez, dans ces milieux palestiniens de Tunis, on parle de l'avenir,
On parle des relations économiques avec Israël, de la future administration palestinienne. On parle même, certains me l'ont dit hier, d'une possible confédération avec l'État israélien. Alors je dirais que pour moi qui ai vécu en particulier à Beyrouth les années de braise, les années de début des années 80, c'est une atmosphère tout à fait surréaliste et très émouvante aussi personnellement. Écoutez, pour avoir une illustration de ce que vous êtes en train de dire, de Tunis, Alain Chalvron, on va se rendre à Jérusalem, mais rejoindre notre envoyé spécial permanent, Charles Anderlin, qui se trouve donc à Jérusalem, avec des invités à ses côtés. Alors Charles... Je vous les présente. Oui, allez-y. Baruch Lior de l'implantation d'Enav près de Toul-Karem, Youssef Abou Samra, un enseignant palestinien de Birzeit, et Eli Barnavi de l'université de Tel Aviv. Il est historien. Vous avez eu à l'instant même une impression de Tunis d'Alain Chalvron. Je crois qu'ici le sentiment est un peu différent. On veut le voir pour le croire. Les Israéliens et les Palestiniens sont très partagés sur cette affaire et n'ont pas encore réalisé ce qui vient d'arriver. Et je crois qu'il faudra effectivement attendre l'image historique, la poignée de main entre un représentant officiel d'Israël et un représentant officiel de l'OLP pour que la rue israélienne et peut-être aussi la rue palestinienne y croient. Youssef Abou Samra, vous êtes d'accord ? Oui, c'est un moment historique, mais il faut dire la vérité que c'est un premier pas très important et je vois le mur de haine a reçu un sacré coup, un grand fissure. Et il faut attendre que ça croule définitivement, mais je crois qu'il faut attendre pas beaucoup de temps, mais ça viendra. Monsieur Barnavi, vous êtes universitaire israélien. Est-ce que la présence à côté de monsieur Samra, l'un et l'autre, je m'adresse à l'un et à l'autre, vous paraît ce soir incongru ou c'est la promesse d'une vraie cohabitation? Non, elle ne me paraît pas incongrue, d'autant plus que je n'ai pas attendu que M. Rabin, M. Peres et M. Arafat commencent à parler de paix. J'ai souvent parlé avec des Palestiniens, on a souvent débattu. J'aperçois sur votre plateau Elias Zambar, qui est un vieil ami avec qui j'ai débattu plus d'une fois. Et donc, pour moi, la présence de Youssouf ici est tout à fait naturelle. Elle est sans doute incongrue pour beaucoup de gens, sûrement pas pour moi et pour d'autres centaines de milliers de Palestiniens comme moi. Monsieur Samra? Je crois qu'il y a beaucoup de Palestiniens et Israéliens qui s'entendent bien, mais il y a une minorité de deux côtés qui sont contre la paix. Et je crois que c'est normal aussi, parce que le processus de la paix, c'est beaucoup plus compliqué que le processus de la guerre. C'est facile d'ailleurs de faire la guerre, mais c'est très difficile de faire la paix. Bien, on perçoit à vous entendre à la fois une grande satisfaction, mais aussi une grande prudence. Et si ce soir, sur le plateau de France 2 et en direct des capitales, on peut vous entendre parler de cette manière, si on a pu entendre François Mitterrand, Yasser Arafat et Shimon Peres parler au tout début de cette émission spéciale, c'est parce que des négociations ont eu lieu, des négociations secrètes dont Philippe Rochaud va nous parler. Des négociateurs habillés en négociateurs qui se rencontrent sagement dans la capitale américaine, se laissent filmer par la presse et font régulièrement le point de leur conversation avec des porte-paroles actifs comme Hanan Ashraoui qui multiplie les voyages entre Washington et Tunis. Ça c'était pour la galerie, mais en coulisses, à 7000 km de là, à Oslo, dans une villa perdue de la banlieue, où au 38e étage de cet hôtel, se déroulait la véritable négociation, la secrète, celle qui allait aboutir. La Norvège, c'est discret, tranquille, on peut y converser loin des oreilles indiscrètes. Le médiateur, c'était lui, Johan Jørgen Holst, ministre norvégien des Affaires étrangères, dont l'épouse a fait une étude sur la vie des Palestiniens dans les territoires occupés pour un institut de recherche. Grâce à lui, des militants palestiniens des territoires, de la nouvelle génération, soutenus par l'OLP, ont pu rencontrer des membres de la jeune équipe de Shimon Peres, comme Uri Savir et Yossi Beilin. C'est Yossi Beilin lui-même, aujourd'hui vice-ministre des Affaires étrangères, qui s'était évertué à faire lever l'interdiction pour un Israélien d'avoir des contacts avec un membre de l'OLP. Sage précaution, car Palestiniens et Israéliens se sont rencontrés 14 fois, sans compter les conversations téléphoniques.
Le ministre de l'Environnement, Yossi Sarid, négociait dans le même temps avec un conseiller d'Arafat au Caire, Nabil Chat, et en rendait compte régulièrement à Shimon Peres. Shimon Peres lui-même a fait le voyage d'Oslo et c'est lui qui a mis sur la table d'Yitzhak Rabin le plan d'autonomie des territoires occupés. Quand nous avons proposé cet accord-là devant notre cabinet, Rabin et moi-même, nous avons dit, monsieur, vous pouvez accepter, vous pouvez rejeter, mais on ne peut pas changer. Puis la négociation secrète a continué dans les couloirs de l'hôtel de Crillon à Paris, une capitale mieux située géographiquement, mais toujours avec les médiateurs norvégiens. Les allées et venues se sont poursuivies avec Tunis et Oslo jusqu'à la fin. La dernière séance a eu lieu au 3e étage de l'hôtel Bristol avec Uri Savir, vice-ministre israélien des Affaires étrangères, le délégué palestinien Abou Ala et les médiateurs norvégiens. C'est donc à Paris qu'aura été écrit le texte de reconnaissance entre l'OLP et Israël, alors que c'est Washington qui se voulait le parrain de la négociation. Officiellement, les dirigeants israéliens et palestiniens de plus haut niveau ne se sont jamais rencontrés. Et ce soir même, nous espérions établir un dialogue entre M. Peres et Arafat. Il n'a pas pu avoir lieu parce que M. Peres est allé accueillir le ministre norvégien des Affaires étrangères. Mais nous sommes en mesure de vous faire une révélation. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se seraient en fait rencontrés à Paris. Et cette révélation nous est apportée par une journaliste de Radio Communauté Judaïque FM, Valérie Zenati. Vous les avez vus, bonsoir d'abord, vous les avez vus et vous dites les avoir vus. Oui, je suis formelle. Il s'agit donc de la dernière visite d'Yitzhak Rabin à Paris, le 1er juillet. En fin d'après-midi, je suis montée au 4e étage où se trouvait sa suite pour continuer une conversation que j'avais eue avec son directeur de cabinet, M. Shimon Cheves. Et c'est alors que j'empruntais l'ascenseur du fond. Et c'est alors qu'en arrivant au 4e étage, en ouvrant la porte de l'ascenseur s'est ouverte et j'ai distingué une cohue. Il y avait beaucoup de monde à l'étage. Et à mon encontre, vers la suite de Rabin, arrivait Arafat, Bassam Abou Sharif, entouré de nombreux gardes du corps. Bassam Abou Sharif, un des conseillers les plus proches de Yasser Arafat. J'ai formellement reconnu Arafat, bien qu'il n'ait pas été vêtu comme on peut l'apercevoir habituellement. De son kéfier. À savoir qu'il était en costume, cravate, lunettes noires, tête nue. Mais c'était lui. On vous a invité parce que votre information est très crédible. Qu'est-ce qui nous permet de vous croire? Alors, premièrement, je tiens à préciser que pour des raisons évidentes, à la suite de cet incident, on m'a demandé de garder un silence total autour de cette affaire, à savoir de n'en informer strictement personne. Je suis restée en contact avec des dirigeants israéliens et je n'en ai pas non plus informé ma rédaction. C'est alors qu'au début de cette semaine, nous avons reçu un coup de fil d'Israël, où un journaliste israélien du journal Globes, un quotidien financier, affirmait qu'un proche d'Yitzhak Rabin, en me citant, avait raconté l'affaire, en disant qu'un témoin oculaire et non désiré avait assisté à une scène à laquelle il ne devait pas être. Valérie Zenati, pendant que vous parliez, il y a un homme qui a un sourire, depuis le début, que les téléspectateurs ne voient pas, mais que vont voir. Elias Samba, qui est à ma gauche. Oui. Sans vouloir froisser le témoin oculaire, je crois qu'il faut attendre pour voir si cette nouvelle se confirmait. De toutes les façons, elle ne modifie pas grand-chose. Je crois que ce sur quoi il faut insister... Non, mais vous la confirmez, cette information? Je n'ai aucune idée. Honnêtement, je n'étais pas dans cet ascenseur qui se trouve dans cet hôtel, et je n'y étais pas, j'ai aucune idée. Ça a pu avoir lieu, je n'en ai aucune idée. Monsieur Ali Maher, l'ambassadeur d'Égypte en France, est-ce que ça vous paraît plausible? Il faut bien croire le témoin, mais c'est une information extrêmement surprenante, c'est le moins que je puisse dire. Vous êtes 3 hommes très informés, je m'adresse aussi à Henri Hachdenberg, qui est aussi très bien informé. Oui. Alors, une rencontre Rabin Arafat dans une suite de l'hôtel Crillon? Je crois que tout est possible. Je crois qu'il y a des négociations secrètes qui ont duré plusieurs mois. Effectivement, je veux dire, ce n'est sorti, si vous voulez, dans la presse qu'au dernier moment, surprenant tout le monde. Je crois que les Israéliens et les Palestiniens sont des gens qui savent tenir les secrets. C'est trouvé peut-être qu'il y avait une témoin qui était là et qui a vu la scène. Mais je sais que ce sont des gens de secret et il est fort possible que ce qui est raconté ici ce soir soit crédible. En attendant, la rencontre aura peut-être lieu à Washington,
le 13 septembre. Merci pour ces témoignages, Valérie Zenati. Et la suite dira, en fait, si cette histoire que vous racontez sera confirmée ou pas. Mais vous avez fait allusion les uns et les autres. Et le chef de l'État également, tout à l'heure sur notre antenne, aux difficultés qui suivront cet accord. Eh bien, ces difficultés existeront dans les deux camps. Je vous propose tout d'abord de voir la réaction des colons israéliens qui se trouvent dans les territoires actuellement occupés par l'armée israélienne et qui refusent cet accord de paix. Allons maintenant avec Isabelle Staes au milieu de ces colons. Deux peuples, une terre. Les Israéliens l'appellent la Judée-Samarie, les Palestiniens la Cisjordanie, territoire occupé. Alain Chavlev est juif. Chaque jour, il franchit la ligne verte qui sépare Israël des territoires. C'est sa foi qui l'a conduit à vivre ici. Ne l'appelez pas colon, mais pionnier, un pionnier qui n'est pas prêt à quitter la Terre Sainte. Je pense que ça serait le plus grand déchirement. Le fait d'être ici, c'était une réalisation d'un rêve, non seulement personnel, mais d'un rêve plus que millénaire de mon peuple. Je pense que tant que je ne serai pas expulsé par des soldats israéliens, je resterai sur ma terre. C'est pour cette colline rocailleuse brûlée par le soleil que se bat Alain Chavlev. Enav, implantation juive, entourée de barbelés et de villages arabes. 70 familles vivent ici. Il y a 12 ans, le gouvernement de droite les a incités et aidés financièrement à s'installer. Une volonté politique de conquérir ces terres. Et puis, l'année dernière, les travaillistes au pouvoir ont gelé les implantations. Des dizaines de maisons neuves sont ainsi inoccupées. La déception pour ces familles et aujourd'hui le sentiment de trahison avec la perspective de rendre la terre. Cet endroit fait partie de notre patrimoine. Si aujourd'hui je quittais facilement cet endroit, c'était finalement, ça serait comme avouer que je ne suis pas chez moi, alors que ce n'est pas vrai. Il y a 20 ans, Bernard Loinger a renoncé à la France et à son nom. Devenu Baruch Lior, en hébreu de la lumière pour moi, il a trouvé à Enav le fondement de toute une vie. L'idée d'y renoncer le rend malade. Quand je me lève le matin, j'ai mal au ventre. Parce que ça me prend aux tripes, cette histoire-là. Pour moi, c'est un problème d'identité. Mettre ces territoires en discussion, c'est m'obliger à me redéfinir. Pourtant, quitter cette terre, personne ne leur demande, pour l'instant. Leurs soldats les protègent, mais s'ils restent, ils sont condamnés à vivre retranchés dans leur forteresse. Et ce colon que vous venez d'entendre dans le reportage d'Isabelle Staes, Baruch Lior, eh bien on va le retrouver en direct aux côtés de Charles Anderlin à Jérusalem. Baruch Lior, vous avez encore plus mal au ventre ce soir? Oui, absolument, parce que pour moi, ce qui se passe ce soir, c'est un divorce. C'est un divorce entre l'État d'Israël en tant qu'entité politique et la terre d'Israël comme patrimoine historique et culturel. Reconnaître des droits nationaux qui annuleraient à court ou moyen terme les droits du peuple juif sur sa terre, c'est ébranler toute la base morale de notre présence en Israël. C'est une chose que nous ne pouvons pas accepter. Baruch Lior, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants dans les semaines, dans les mois qui viennent? Mes enfants, ce ne sont pas le problème. Mes enfants sont suffisamment forts pour tenir le coup. Le problème, c'est le problème de nos droits moraux. C'est un problème de moralité qui se pose. Est-il possible de dire que des Juifs ne pourront plus vivre à Shrem, ne pourront plus vivre à Hebron en tant que citoyens juifs de l'État juif? C'est ça le problème. Eli Barnavi, est-ce qu'Israël, pour reprendre une expression entendue autrefois, et à entendre justement ce colon, n'est pas en danger de paix? Comment allez-vous cohabiter avec M. Baruch Lior? Oh, très bien, M. Baruch Lior se pliera à la loi de l'État. Il y a une structure étatique, il y a des forces de police, il y a des mécanismes démocratiques qui vont jouer, et c'est la majorité et la logique de l'histoire qui décidera. Le discours de Baruch est un discours cohérent, ce n'est pas le mien. J'espère et je sais que ce n'est pas celui de la plupart des Israéliens. Sa morale, ce n'est pas la mienne non plus.
Difficulté du côté israélien, on l'entend, difficulté du côté palestinien. Allons avec Bernard Lebrun à Gaza. L'une n'en revient pas, l'autre invoque la justice du ciel. Impuissantes, elles assistent à la destruction de leur maison. Dans le jargon de l'armée israélienne, on appelle cela faire œuvre de salubrité, à coups de bulldozer, rien de plus. Sous la surveillance de soldats armés, néanmoins. Interdiction formelle de filmer, ces bidonvilles occupés par des bédouins palestiniens sont rasés sous prétexte qu'ils n'ont pas été autorisés à s'installer. Un officier des Nations Unies arrive, il demande que l'on stoppe immédiatement. Trop tard, sans effet, contact radio, réponse toute onusienne, rendez compte. Eh bien, je vais essayer de parler aux soldats, mais ils ne veulent rien entendre, qui viennent de moi. Mais bon, d'accord, j'y retourne. Rien d'extraordinaire en somme, il paraît que c'est le sort quotidien des Bédouins. Mais le 9 septembre 1993, elles s'en souviendront. Saal à Gaza faisait encore le ménage au bulldozer, seul maître à bord. Et pourtant, même heure, 500 mètres plus loin, le drapeau palestinien flotte sur Gaza. Première réunion d'ampleur des partisans de Yasser Arafat. Pour le Front démocratique de libération de la Palestine, l'heure n'est plus de manifestations de soutien, place à la fête de la victoire. Certitude à la tribune, inquiétude dans la foule. À la surprise générale, un clone d'Arafat est venu saluer ses admirateurs, une foule plutôt jeune. Le Hamas, le parti islamiste palestinien, des gamins par rapport aux jeunes supporters d'Arafat. 1 kilomètre à peine sépare les deux manifestations, l'apparition du capot d'une Jeep israélienne déclenche l'offensive des pierres. Attente, provocation, puis tir tendu à balles plastiques. De terribles irréductibles résisteront jusqu'au bout de cette journée bien ordinaire à Gaza. Ah, au fait, le bulldozer connaissait lors des deux manifestations, il est précisément passé à l'action au même moment. Maître, mais prudent. Retrouvons M. Abou Samra à Jérusalem, universitaire palestinien proche de M. Faisal El-Husseini qui participe aux négociations. M. Samra, si vous nous entendez, Elie Barnavi a dit tout à l'heure, en s'adressant aux colons israéliens, il devra respecter la loi de l'État israélien. Comment les adversaires de cet accord de paix, les adversaires palestiniens, pourront-ils, devront-ils respecter la loi de la future administration palestinienne? Je pense que bon, c'est normal d'ailleurs d'avoir une opposition. D'ailleurs, Faisal El-Husseini l'a dit il y a 2 jours à un meeting de soutien à la politique d'Arafat à l'université de Birzeit que s'il n'y a pas une opposition, elle sera dans l'opposition. Le leadership palestinien prenne leurs forces de l'opposition, comme des autres régimes politiques. Et c'est vrai que nous n'avons pas pour le moment une police, mais si je compare la société palestinienne sous l'occupation avec l'absence de la police et d'avoir de soldats ennemis, nous avons géré nos affaires ces dernières 26 ans pas mal. Youssef Abou Samra, si dans 6 mois, Baruch Lior, dans Ramallah, a des problèmes, des jeunes lui lancent des pierres, le reconnaissent avec la kippa qu'il porte, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez une police palestinienne, vous-même vous intervenez, est-ce que vous l'aidez? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de ce point de vue-là à prévoir? Moi, je ne sais pas, parce que certainement il y a des annexes dans les accords secrets que je ne suis pas au courant. Mais je pense que tout a été prévu par les dirigeants palestiniens et israéliens. Je suis sûr que, d'abord, tout ce qui se passe dans le camp israélien, ça me concerne. Mais ce n'est pas mon premier problème. Mon premier problème, c'est tout ce qui se passe dans la société palestinienne. J'espère que l'opposition se comporte
d'une façon civilisée, comme il l'a fait ces dernières 26 ans. Et peut-être il y aura des chaufferies ici et là, mais je suis sûr qu'on n'arrivera jamais à atterrir l'un contre l'autre. Merci M. Samra. M. Sambar, il y a en fait deux problèmes que pose Charles Anderlin. Une cohabitation entre les Israéliens qui voudraient rester dans les territoires administrés par les Palestiniens et une cohabitation entre les Palestiniens eux-mêmes. Alors, concernant le premier point, il est explicitement détaillé, négocié, il existe en partie dans les extraits rendus publics de l'accord et également dans les commentaires qui ont été adjoints, qu'on désigne sous le terme anglais de minutes, qui sont les minutes des discussions. Et donc il y a eu une négociation très très précise sur ces points, avec, comme vous avez pu le constater dans le texte de l'accord lui-même, l'existence d'un organe de coordination entre les deux parties, à savoir les Palestiniens et les Israéliens, pour ce type de litige. Donc cela est prévu, il y aura probablement des impairs, mais il y a une règle qui est établie. Et pour le deuxième point, il est beaucoup plus fondamental, à notre avis, parce qu'il n'est pas uniquement technique. Il n'est pas uniquement un problème de police ou de répression au sens immédiat du terme. Il concerne fondamentalement le type de société que les Palestiniens vont instaurer. Il est fondamental, je ne peux qu'appuyer un peu les propos de mon compatriote sur le respect démocratique des idées opposées, sur la liberté de l'opinion, à condition que tout cela se passe, comme l'a dit Barnavi, concernant sa propre situation, dans le cadre de la loi telle qu'elle sera promulguée par le Conseil élu. Et vous savez que les élections générales doivent avoir lieu dans 9 mois dans les territoires occupés. Je voudrais ajouter un point qui me semble encore plus fondamental, qui est que, au-delà des rouages démocratiques, au-delà des mécanismes qui se déroulent, je crois que dans la plupart des raisonnements que nous entendons et dans la plupart des questions inquiètes, qu'elles le soient sincèrement ou hypocritement, mais bon, en tout cas, beaucoup de gens se disent très inquiets quant à l'avenir, on est encore quand même en train de réfléchir fondamentalement dans la logique d'une situation d'occupation et de guerre. On ne laisse pas suffisamment de place à la réalité qui pourrait naître d'une situation de paix et qui pourrait, concernant, puisque vous pensez tout le temps au mouvement islamiste, non pas réduire les noyaux durs existent, ils sont idéologiques et fermes, mais il faut bien savoir que ces groupes ratissent très large dans la mesure où la solution est dans l'impasse. Au moment où une solution est trouvée, où les gens ont leur dignité sauvegardée, leurs droits politiques assurés, il est certain que la base sera nettement plus rétrécie et que l'auditoire sera plus réduit. À ce moment, les problèmes vont quand même évoluer. Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, Monsieur Ali Maher, vous êtes confronté à ce problème. Vous avez fait la paix avec Israël et les relations bon an mal an avec Israël se passent plutôt bien, mais il y a des intégristes qui en Égypte maintenant assassinent dans les rues du Caire et les rues des grandes villes. Justement, en fonction de cette expérience malheureuse que vous êtes en train de vivre, comment voyez-vous l'avenir dans les nouveaux territoires, la nouvelle administration ? D'abord, n'exagérons pas, les rues du Caire restent tout de même des rues tranquilles. Le Caire n'est pas en état de siège, paix avec Israël ou sans paix avec Israël. Mais ce que je voudrais dire, et par l'expérience égyptienne, c'est qu'une fois qu'un processus de paix commence, il y a une dynamique qui change tout. Tous les éléments, tous les rapports entre les différents protagonistes prennent une nouvelle dimension, prennent une nouvelle base. Alors quand on parle des rapports entre Israéliens et Palestiniens, quand on parle des problèmes de sécurité, dans une logique de guerre et de confrontation, comme disait M. Sembar, on risque d'avoir des problèmes, d'avoir une voie sans issue. Mais si vous imaginez que dans quelques années, il y aura une paix, il y aura une coopération, comme le disent les accords, alors tout change et l'espoir reste ouvert. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous travaillions tous. Rien n'est acquis, mais les portes de la paix, les portes de cette nouvelle situation au Moyen-Orient restent ouvertes et il faut que nous y travaillions. Monsieur l'ambassadeur, il y a également le problème des autres pays arabes, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie et même l'Irak. Est-ce que ces pays, à votre avis, vont rentrer eux aussi rapidement dans ce processus de paix? Car il y a également chez eux une forte opposition. Écoutez, c'est le but de la politique égyptienne et je pense que c'est le but de la politique palestinienne également, que cet accord qui sera signé lundi entre Palestiniens et Israéliens soit partie d'un tout. C'est-à-dire ce que nous désirons, ce qui est nécessaire. Et je pense que
les Israéliens également le comprennent et le désirent, c'est qu'il y ait des accords similaires avec les Syriens, avec les Libanais et avec les Jordaniens. Ce qui s'est passé entre Palestiniens et Israéliens, ce n'est pas simplement Jéricho et Gaza d'abord. Ce qui s'est passé, c'est un accord de principe, un accord cadre, dont l'affaire de Gaza et Jéricho n'est qu'une infime partie. Alors ce que nous voulons, ce auquel nous tendons, c'est des accords similaires avec les autres partenaires arabes. Et je pense que ça va se passer ainsi. Henri Aschenberg. Oui, moi je voudrais appuyer ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'il va y avoir une dynamique de la paix si on voit des pays arabes rejoindre ce processus. Et je crois qu'on va le voir. À ce moment-là, il y aura une influence aussi sur ce qui se passera dans les territoires qui seront administrés par les gouvernants palestiniens. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y aura quelque chose d'irréversible qui va se produire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devant l'inconnu, on est tous inquiets, et je crois qu'on n'a pas de réponse à tout. Il va y avoir des périodes d'affrontement, il va y avoir encore des moments très douloureux. Mais je crois qu'on est obligé de passer par cette phase. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, on va essayer, je crois, tous qui sommes de bonne volonté. Je crois qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont à une même table ici, à Jérusalem, à Jéricho. On entendait tout à l'heure Yasser Arafat et Shimon Peres presque dialoguer, j'espère que ça viendra. On voit qu'on est engagé dans quelque chose qui va conduire à une lueur d'espoir, un espoir fou que personne n'osait imaginer il y a encore quelques mois. Je crois qu'il faut tous y croire. Henri Aschenberg, vous venez de faire allusion aux propos de Yasser Arafat, de Shimon Peres et de François Mitterrand. Si vous nous rejoignez depuis quelques minutes, sachez que nous faisons une édition spéciale sur la paix au Proche-Orient depuis le journal de 20 h. Et si vous n'avez pas vu le début de notre journal, eh bien je vous propose de revoir un extrait. Je pense qu'il s'agit là, et c'est pourquoi j'y insiste, d'un acte de grand courage, intellectuel, physique, moral, de grand courage. On ne peut pas avoir mené pendant si longtemps des combats difficiles, acharnés. On ne peut pas avoir affronté le terrorisme, souffert de ce terrorisme par définition aveugle. On ne peut pas avoir été privé non plus, de l'autre côté, de la terre dont on est issu, que l'on aime, que l'on estime être sa patrie, sans engranger des sentiments de violence et le cas échéant de haine. Donc, grand courage. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment pour votre soutien sans arrêt pour notre peuple, pour notre État, pour la paix même. Comme vous le savez, au cours des derniers 2 jours, les négociations étaient guidées par Paris. C'est là que nous avons conclu les accords avec les OLP. C'est vraiment un changement historique. C'est effectivement un moment historique pour nos enfants et leurs enfants à venir. C'est un moment historique quand on pense à la vie dans notre pays en paix. Mais ce qui est important, c'est d'achever la tâche cette nuit et dans les jours qui suivront. Et donc, je souhaite, M. Arafat, que vous y parveniez. Vous savez très bien que votre tâche sera encore très difficile. Donc, évitons les excès de langage. Parlons en responsables réalistes. Et je suis sûr qu'en Israël, on écoute mes propos. Vous l'avez entendu depuis 50 minutes que des propos de paix. Sachez que tout de même la guerre, dans une certaine mesure, continue encore au Proche-Orient. Et si par exemple Israël se retire de la bande de Gaza, c'est parce que ce qui se passe à Gaza est meurtrier des 2 côtés. Et c'est ce que vous verrez dans un reportage assez spectaculaire d'envoyé spécial de Paul Nahon et de Bernard Benjamin. Je vous propose de voir un extrait. On les appelle les Mistarvim, les déguisés. Ils forment les unités les plus secrètes et les plus controversées de l'armée israélienne. Ils utilisent des déguisements soigneusement préparés, parlent arabe,
et changent même d'odeur afin de pénétrer au plus profond de la société palestinienne. Ces unités secrètes ont déjà arrêté des centaines de militants et tué des dizaines de Palestiniens armés. Les Palestiniens les appellent les escadrons de la mort. La révélation de leur existence par l'armée a fait scandale en Israël. Le ministre de l'Éducation nationale s'est déclaré effrayé de voir de si jeunes soldats agir comme des tueurs. Mais pour la majorité des Israéliens, il n'y a pas d'espoir de sécurité sans eux. Voici leur histoire. Le danger pour les Israéliens est que les opérations des Mistarvim finissent par saper leurs propres institutions en ébranlant le principe national d'une armée démocratique qui a des valeurs morales. C'est un extrait du reportage que vous verrez tout à l'heure dans le magazine d'Envoyé spécial de Paul Naon et de Bernard Benjamin, qui sera d'ailleurs en direct d'Israël et de Jéricho tout à l'heure, dans quelques minutes. Cette édition spéciale sur la paix au Proche-Orient prend fin. Je voudrais simplement demander à Elias Sambar, palestinien, à Paris, et à Eli Barnavi, israélien, à Jérusalem, de se souhaiter quelque chose ou de se dire un mot. Elias Sambar, qu'avez-vous envie de dire à Eli Barnavi? Je commencerai par le saluer puisque nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, que nous avons mené plusieurs débats déjà ensemble, et je le félicite. Et je me félicite de ce qui arrive, dans la mesure où plus profondément et plus important que les textes même des accords et les dispositions techniques, il y a aujourd'hui le début d'un changement qui est l'idée même de la reconnaissance, et cela est fondamental. Eli Barnavi, vous êtes encore à Jérusalem? Bon, la liaison malheureusement n'est plus établie, mais c'est un hasard, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé. Il n'a pas fait comme M. Pérez. Il n'a pas fait exprès, c'est une liaison simplement technique. Cette édition spéciale est terminée. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission sur la paix. Évidemment, on reparlera de la paix au Proche-Orient dans tous nos journaux. Ce soir avec Philippe Lefay, peu avant 1h du matin. Demain, Gérard Leclerc recevra dans les 4 vérités Yehuda Lankri, l'ambassadeur de l'État d'Israël en France. Et bien sûr, dans tous les autres journaux, nous en reparlerons dans quelques instants. Laurent Romeshko vous parlera du temps, puis envoyé spécial de Paul Naon et Bernard Benjamin. Merci, bonne soirée sur France 2. Bonsoir, à demain 20h.